Elle s'appelle Mireille. 42 ans, les mains calleuses, le dos légèrement courbé par 15 années à plier des draps que d'autres froissent sans y penser. Elle travaille depuis 3 ans dans cette demeure, une grande maison blanche nichée au bout d'une allée de platanes, à 20 minutes de la ville, dans ce genre d'endroit où les riches s'installent pour oublier qu'ils vivent parmi les autres. La maison appartient à Monsieur Fontaine. Édouard Fontaine. La cinquantaine élégante, les cheveux argentés, la voix douce de celui qui n'a jamais eu à élever le ton pour être obéi. Un homme poli avec elle, ce qui, dans ce métier, compte déjà pour beaucoup. Il la saluait le matin, lui laissait une enveloppe le vendredi, et disparaissait vers ses affaires sans poser de questions inutiles. La maison était grande. Trop grande pour un homme seul. 8 pièces, 2 étages, un sous-sol transformé en cave à vin, un jardin que Mireille ne touchait pas. Ça, c'était le travail du jardinier. Un vieil homme silencieux qui venait le mardi et repartait sans jamais croiser personne. Mireille, elle, avait ses habitudes. Le rez-de-chaussée d'abord. La cuisine, le salon, la salle à manger formelle que personne n'utilisait jamais vraiment. Puis l'étage, les 2 chambres d'amis, la salle de bain principale, le bureau vitré de Monsieur Fontaine où elle passait l'aspirateur sans toucher au papier. Et puis il y avait cette porte, au fond du couloir du premier étage, cachée derrière un angle que le reste de la maison semblait vouloir ignorer. Une porte en bois sombre, plus ancienne que les autres, avec une poignée en laiton qui ne brillait jamais. Pas parce que Mireille ne la nettoyait pas, mais parce que personne ne la touchait assez souvent pour lui donner ce poli naturel que les objets acquièrent avec l'usage. La première semaine, Mireille avait essayé d'ouvrir, fermé à clé. Elle n'avait pas insisté. La deuxième semaine, elle avait demandé, discrètement, lors d'une de ces rares conversations du matin où Monsieur Fontaine buvait son café debout, près de la fenêtre. Il avait souri, ce sourire légèrement flottant des gens qui répondent sans vraiment répondre. Et il avait dit « Cette pièce ne fait pas partie du nettoyage. Ne vous en occupez pas. » Elle n'en avait plus parlé. Mais la porte, elle, continuait d'exister. 3 ans plus tard, un jeudi matin de novembre, Mireille arriva à 7h30, comme d'habitude. La voiture de Monsieur Fontaine n'était pas dans l'allée. Il était parti la veille pour un voyage d'affaires à Lyon, 2 jours, peut-être 3. Il lui avait laissé un message sur le téléphone de la maison. « Mireille, profitez-en pour faire un grand ménage. Prenez votre temps, je rentrerai vendredi soir au plus tôt. » Elle accrocha son manteau. Elle mit de l'eau à chauffer. Elle sortit ses produits, son chariot, ses chiffons microfibres dans leur sac en coton. Elle commença par le bas, la cuisine d'abord, toujours. C'est ce qu'elle faisait depuis le premier jour. Il y a une logique dans le ménage que les gens de l'extérieur ne comprennent pas. On va du sale vers le propre, du bas vers le haut, de l'humide vers le sec. C'est une discipline, un ordre invisible qui rend le chaos habitable. Ce matin-là, pourtant, quelque chose était différent. En montant à l'étage avec son chariot, elle remarqua, sans chercher à le voir, comme on remarque une lumière qu'on n'attendait pas, que la porte au fond du couloir n'était pas tout à fait fermée, pas ouverte non plus. Entrebâillée. 1 centimètre, peut-être 2. Suffisant pour laisser passer un filet d'air froid qui venait mourir dans le couloir tiède. Mireille s'arrêta. Elle regarda la porte un long moment. Elle pensa à Monsieur Fontaine, à sa politesse, à ses enveloppes du vendredi, à ce sourire flottant. Elle pensa à ses propres règles, celles qu'elle s'était fixées au fil des années dans les maisons des autres. Ne pas regarder ce qu'on n'est pas censé voir, ne pas toucher ce qu'on ne vous a pas confié, ne pas poser de questions dont vous ne voulez pas entendre la réponse. Ce sont des règles de survie, autant que de dignité. Elles protègent autant l'employeur que l'employé. Puis elle pensa à l'air froid. Une pièce fermée depuis 3 ans ne devrait pas laisser passer de l'air froid un matin de novembre. Quelque chose à l'intérieur était allumé, ou ouvert, ou vivant. Et s'il y avait une fuite, une fenêtre cassée, un tuyau qui avait lâché pendant la nuit, Monsieur Fontaine serait le premier à lui reprocher de ne pas avoir vérifié. C'est ce qu'elle se dit. C'est peut-être vrai. Elle posa la main sur la porte. Le bois était froid sous ses doigts. Elle poussa doucement, et la porte s'ouvrit en silence, des gonds huilés, entretenus avec soin, comme si quelqu'un voulait que cette porte puisse s'ouvrir sans faire de bruit. La pièce était petite, plus petite que ce qu'elle avait imaginé au fil des années, parce qu'on imagine toujours
on ne peut pas s'en empêcher. Les espaces qu'on nous interdit finissent par grandir dans nos têtes jusqu'à devenir des cathédrales. Celle-ci était à peine plus grande qu'un bureau d'étudiant. Une fenêtre étroite, donnant sur l'arrière du jardin, avec un voilage blanc si fin qu'il laissait entrer la lumière grise du matin. Une table, une chaise, une lampe de bureau allumée, voilà d'où venait la lumière, voilà pourquoi la porte n'était pas tout à fait fermée. Quelqu'un avait oublié d'éteindre avant de partir. Et des photos partout. Sur la table, épinglées au mur avec des punaises dorées, classées dans des chemises transparentes empilées avec une précision méticuleuse. Des dizaines, peut-être des centaines de photos. Mireille s'avança lentement, les mains dans le dos, ce geste instinctif de ceux qui entrent quelque part où ils ne devraient pas être, comme si ne pas toucher suffisait à les innocenter. Les photos représentaient une femme, toujours la même femme. Jeune, la trentaine, peut-être un peu moins. Brune, les cheveux mi-longs, un visage que Mireille ne reconnut pas immédiatement. Des photos prises de loin, dans une rue, devant un café, en train de monter dans une voiture. Des photos prises de près, à une table de restaurant, en train de rire avec quelqu'un hors cadre. Des photos en intérieur, floues, comme si elles avaient été prises à travers une vitre. Des photos en extérieur, nettes, lumineuses, presque belles, si l'on oubliait ce qu'elles signifiaient. Mireille resta immobile un long moment. Puis elle vit, sur le coin de la table, un carnet. Pas un journal intime avec une serrure, juste un carnet à spirale, les pages gondolées par l'humidité, l'écriture serrée et régulière de quelqu'un d'habitué à prendre des notes. Elle n'aurait pas dû l'ouvrir. Elle le savait. Elle l'ouvrit quand même. Les premières pages étaient des listes, des horaires. Lundi, départ 8h12. Arrivée café, Madeleine, 8h34. Commande habituelle, repart, 9h07. Des jours, des semaines, des mois de surveillance consignés avec la froideur d'un rapport. Plus loin, des pages différentes, plus denses, l'écriture moins régulière, comme si la main avait tremblé en écrivant. Des phrases qui n'étaient non plus des faits, mais des sentiments. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. Si elle savait, elle comprendrait. Et plus loin encore, je l'ai perdue une fois, je ne la perdrai plus. Mireille ferma le carnet. Elle recula jusqu'à l'encadrement de la porte. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, pas encore, mais de quelque chose qui ressemble à la peur, quand on n'a pas encore décidé comment réagir. Elle regarda une dernière fois la pièce, la lampe allumée, les photos épinglées, le carnet posé bien à plat, la chaise légèrement tournée vers la fenêtre comme si quelqu'un venait de se lever et allait revenir. Elle sortit. Elle tira la porte derrière elle, pas tout à fait fermée, exactement comme elle l'avait trouvée. 1 centimètre, peut-être 2. Elle descendit les escaliers. Elle ne finit pas le ménage ce jour-là. Elle rangea ses affaires, reprit son manteau, sortit dans l'allée de platanes. Il faisait froid. Le ciel était blanc et bas, le genre de ciel de novembre qui écrase tout. Elle resta debout près de sa voiture, un long moment, les clés dans la main, sans les mettre dans la serrure. Elle pensait à la femme sur les photos. Elle pensait à Monsieur Fontaine, à ses 3 ans de politesse, à ses enveloppes du vendredi, à ce sourire. Elle pensait à tout ce qu'on ne voit pas quand on nettoie la maison de quelqu'un, les secrets que les pièces gardent, les histoires que les objets racontent à ceux qui ne savent pas écouter. Elle avait passé 15 ans à faire le ménage dans les maisons des autres, et elle avait appris, depuis longtemps, que les gens sont rarement ce qu'ils montrent, que les plus doux peuvent être les plus dangereux, que la politesse est parfois juste une autre façon de fermer une porte à clé. Elle pensa à la femme sur les photos, cette femme qui buvait son café, montait dans sa voiture, riait dans un restaurant, sans savoir qu'un œil invisible l'accompagnait partout. Mireille mit les clés dans la serrure. Elle ne repartit pas tout de suite. Dans sa poche, elle avait son téléphone. Elle pouvait appeler Monsieur Fontaine, lui dire qu'elle avait trouvé la porte ouverte, qu'elle avait éteint la lampe, qu'elle n'avait rien vu. Retourner au travail vendredi, reprendre les enveloppes, continuer. C'est ce que la prudence commandait. C'est ce que 15 ans d'expérience dans les maisons des autres lui avaient appris à faire, ou elle pouvait appeler autre chose. Elle resta encore 10 minutes dans l'allée, assise dans sa voiture, le moteur éteint. Elle pensa à une chose que sa mère lui avait dite un jour, une phrase simple et sans cérémonie. « Mireille, on n'est jamais complice de rien si on n'a pas eu le choix. Mais quand on a le choix, on n'a plus d'excuses. »
Elle sortit son téléphone. Elle n'appela pas Monsieur Fontaine. Elle chercha dans ses contacts. Un nom qu'elle avait gardé depuis une autre affaire, une autre maison, une autre histoire qu'elle préfère oublier. Une femme, inspectrice Lebrun. Elle ne s'était en parlé qu'une fois, brièvement, mais Mireille avait gardé le numéro, pour les cas où l'on n'a plus d'excuses. La ligne sonna 3 fois. Allô? Madame Lebrun, c'est Mireille Konaté. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Je travaillais comme femme de ménage. J'ai quelque chose à vous dire, quelque chose que j'aurais peut-être dû voir avant. Je ne suis pas sûr que ça compte comme une preuve, mais je suis sûr que ça compte pour quelqu'un. Il y eut un silence de 2 secondes. Le genre de silence de quelqu'un qui pose son café, s'assoit, prend un stylo. Je vous écoute, dit la voix. Et Mireille parla. Elle parla de la porte au fond du couloir. Elle parla de la lampe allumée, des photos épinglées, du carnet à spirale avec ses pages gondolées. Elle parla de l'écriture serrée et régulière, des horaires, des semaines de surveillance. Elle parla de la phrase qu'elle ne t'oublierait pas. Je l'ai perdue une fois, je ne la perdrai plus. Elle parla sans notes, sans ordre parfait, mais avec la précision de quelqu'un qui a appris, à force de nettoyer les maisons des autres, à voir les choses comme elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. Quand elle eut fini, l'inspectrice lui posa quelques questions. Courtes, précises. Le genre de questions qui indiquent que de l'autre côté du téléphone, quelqu'un a déjà compris l'essentiel et cherche juste à confirmer ce qu'il sait déjà. « Restez où vous êtes », dit Lebrun à la fin. « Ne retournez pas dans la maison. On arrive. » Mireille raccrocha. Elle regarda l'allée de platanes devant elle, les arbres dépouillés, les feuilles mortes accumulées sur les côtés, la grande maison blanche au bout, avec ses fenêtres fermées et sa façade tranquille. Une belle maison. Une maison que les gens remarquent en passant et trouvent élégante, rassurante. Le genre d'endroit où l'on imagine des vies calmes et ordonnées. Elle mit le moteur en marche. Elle ne repartit pas encore. Elle attendit, comme on lui avait demandé. Mais elle n'avait plus peur. La peur était passée au moment où elle avait composé le numéro, au moment où elle avait choisi. Ce qui restait maintenant était plus calme et plus lourd à la fois. La conscience d'avoir vu quelque chose qu'on ne peut pas désavoir, et d'en avoir fait quelque chose. 15 ans à faire le ménage dans les maisons des autres. 15 ans à entrer, nettoyer, partir. À ne pas regarder, ne pas toucher, ne pas poser de questions. À plier les draps que d'autres froissent, à aspirer les poussières que d'autres laissent, à rendre habitables des espaces que d'autres abandonnent dans leur désordre. Ce matin-là, dans une petite pièce au fond d'un couloir, Mireille avait fait un autre genre de ménage. Et quelque part dans une rue qu'elle ne connaissait pas, une femme aux cheveux mi-longs continuait sa vie. Buvait son café, montait dans sa voiture, riait avec quelqu'un, sans savoir encore qu'une étrangère venait de décider que cette vie méritait d'être protégée. Parfois, la vérité ne se cache pas dans les endroits spectaculaires. Elle se cache derrière une porte qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir.